20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 20h l'invité. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous politique du mardi soir. Et pour cette première émission, nous sommes avec André Gattolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonsoir André Gattolin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble pour une heure d'interview. Au programme, le projet de loi de finances pour 2021. Il a été présenté hier par le gouvernement. Le but, aider un maximum les entreprises pour faire face à la crise économique. On verra ça juste avant d'évoquer les nouvelles mesures sanitaires pour la Covid-19. La République En Marche est en crise, les départs du parti ou même de sa direction ne s'arrêtent pas. 3 députés encore la semaine dernière. Dans les urnes, LREM ne convainc pas non plus. Le parti est-il voué à l'échec? On verra ça avec vous André Gattolin. Et vendredi dernier, un homme a fait 2 blessés au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le principal suspect a assumé son acte. La menace des attentats est encore présente. On se demandera si on ne l'avait pas un peu oublié. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à André Gattolin sur Facebook ou Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec André Gattolin. C'est parti. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. André Gattolin, dans un instant, on revient sur votre parcours politique. Juste avant, c'est le mot du jour, un mot choisi par notre rédaction politique et qui résume une grande actualité de ce mardi 29 septembre. Ce mot, c'est 5G. L'attribution des premières fréquences 5G a commencé aujourd'hui. Les 4 grands opérateurs en France, donc Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, doivent se partager des blocs de fréquences. Le partage se fait aux enchères, donc le plus offrant remporte le bloc. Évidemment, plus on a de fréquences, plus on aura une grande couverture du territoire une fois la 5G déployée. La commercialisation des services de 5G devrait donc commencer dès la fin de l'année dans certaines villes. André Gattolin, c'est définitif. La machine, elle est lancée pour la 5G. Le moratoire n'était donc pas nécessaire pour vous ? Écoutez, c'est lancé. Alors, il y a un rapport de l'ANSES qui doit être publié au printemps. La question va être... Il y a 2 problèmes avec la 5G. Est-ce que, d'un point de vue sanitaire, ça a des effets nocifs sur les gens qui sont sensibles ou ultra sensibles aux ondes? C'est la première chose. Globalement, les premières études qui ont été faites montrent pas de problème majeur, mais il y a la question de l'installation, de la puissance des émetteurs, et il y a une régulation qui doit être mise en place sur la manière dont tout cela va être installé. Donc il fallait un moratoire puisqu'on ne sait pas encore les effets de cette installation. Non, sur proprement, ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir des mauvaises installations. Donc on verra effectivement là le processus. Du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir le déploiement de centaines ou de milliers d'antennes. Il faut que les entreprises se mettent en place. Le fait que, et c'est une bonne chose à mon sens, qu'on ait fait en sorte assez diplomatiquement mais assez fermement écarter Huawei des fournisseurs, parce que pour moi effectivement il est hors de question que Huawei ait un rôle stratégique dans le développement de la 5G. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque sur la 5G en elle-même, on en est sûr. Non, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des conditions d'installation de la 5G. C'est-à-dire que c'est exactement, pour faire un parallèle, un verre de vin, ça va. Au bout de 3, c'est pas terrible. Et il va falloir qu'on n'ait pas cette guerre sur les bons emplacements d'immeubles. Il est possible que si un immeuble en hauteur bien placé, il y ait X antennes qui soient déployées, ça a des conséquences. Pour moi, le problème, il est politique d'abord. C'est est-ce qu'on fait ça de manière souveraine ou est-ce qu'on fait ça avec un pays qui a des vraies visées de contrôle de l'information, qui est la Chine et Huawei. Donc c'est le problème qui est plutôt politique. À mon sens, c'est plus important que l'autre problème, sans dire que le problème n'existe pas. Merci André Gattolin. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. 21h04, juste avant d'aborder les sujets d'actualité du moment, on prend le temps de mieux vous connaître, André Gattolin. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent peut-être pas, on retrace votre parcours de votre Isère natale aux Hauts-de-Seine avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir André Gattolin. Bonsoir. Alors votre Isère natale, vous l'avez quitté pour poursuivre vos études et pas n'importe lesquelles, Sciences Po, Paris ou encore l'école des hautes études en sciences sociales. Vous estimez que pour faire un parcours en politique comme le vôtre, il faut avoir un tel niveau d'études ?
Ah, j'avais absolument pas programmé de faire de la politique. J'étais plutôt bon élève. Quand on vous dit tiens, il y a un concours, on passe le concours d'entrée de Sciences Po, on est pris, on se dit tant mieux. Je viens pas d'un milieu, mes parents n'avaient pas le bac, ma sœur n'a pas le bac. Vous voyez, j'ai eu la chance que ça marche bien, et je faisais pas Sciences Po pour devenir politicien. J'avais un intérêt pour la chose politique. Mais alors, comment expliquer un tel manque de mixité dans les différents postes politiques? Souvent, quand on sort des grandes écoles, on se dirige vers la politique. Et on voit peu de personnes. Non, il y a assez peu de gens. Enfin, finalement, vous regardez le monde politique, même si vous prenez les élus locaux, c'est au maximum, à un moment donné, c'est une centaine de milliers de personnes sur des millions d'actifs. Donc, alors, c'est vrai que tout ça aide. Mais ce que j'ai fait une carrière professionnelle de cadre. J'étais dans les enquêtes d'opinion, les sondages. Justement, professionnellement, vous avez alterné entre le monde des médias, le monde des instituts de sondage, deux mondes qui auraient pu vous dégoûter de la politique. Ça a été plutôt une force? Non, parce que j'ai toujours eu un engagement. Je me suis engagé il y a plus de 40 ans sur l'Europe et le fédéralisme européen. J'ai toujours été engagé sur les droits de l'homme. J'ai manifesté avant la chute du mur dans les pays de l'Est, se faire arrêter. Ça, c'est mes valeurs personnelles. Mais je n'envisageais pas nécessairement la genèse de votre engagement. Politique. Ça se passe dans les années 70, 80 Dans les années 70, il y a la vraie sensibilité sur la question écologique, au moment où ça émerge. Et je suis né dans un endroit ou dans une zone où il y avait beaucoup de centrales nucléaires. Donc, naturellement, j'avais une propension à être anti-nucléaire, surtout sur la manière dont c'était fait. Parce que du jour au lendemain, on vous dit, on vous construit une centrale nucléaire ici, c'est comme ça, on vous demande pas votre avis. Et puis, vous avez des questions d'ordre scientifique ou sanitaire, on n'y répond pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? Moi aujourd'hui sur le nucléaire, je dis pas le nucléaire c'est abominable, je dis par contre il y a une culture autour du nucléaire. Quand vous voyez comment EDF a lancé l'EPR, perd des milliards, c'est un État dans l'État. C'est-à-dire qu'il y a personne en haut de la tourelle politique pour dire à un moment on dérive. Moi j'ai beaucoup apprécié quand Bruno Le Maire était nommé ministre de l'économie et des finances. Il a dit c'est un scandale. Quand on s'y retrouvait à boucher les trous d'Areva et d'EDF, c'est aussi, comme toujours, il y a la technologie et le problème que ça pose, un peu comme la 5G, et c'est aussi la manière politique qu'on a de le gérer avec les citoyens et avec l'argent de l'État. On aura l'occasion de parler d'écologie un peu plus tard, mais vous avez connu au début de votre carrière, en tout cas de votre engagement politique, plusieurs partis avant de vraiment vous engager avec l'écologie. C'est pourquoi à l'époque il manque de structure, de pensée du côté de l'écologie en France? Non, ce qui me gêne, c'est quand vous êtes dans des partis classiques, au bout d'un moment il y a une doxa. On vous dit il y a un grand nom, c'est François Mitterrand, ou il y a Jacques Chirac. Et quand je suis arrivé à Sciences Po, naturellement, on est sollicité. Et ça m'emmerdait royalement d'aller au RPR ou d'aller au PS, parce que précisément, on formait les clones d'après. Je me suis engagé dans un parti en Italie assez étonnant, le Parti radical italien, parce que j'ai rencontré un de ses responsables qui faisait une action transnationale. L'idée du transnational, orienté droits de l'homme, liberté, c'était mon ADN. Et puis, tout ça, on n'est pas arrivé à le développer en France, même si ce mouvement existe toujours, et j'en suis encore responsable en Italie. Alors, il y a ce parti transnational, mais peu plus tard, on fait un bond dans le temps. Dans les années 2000, Europe Écologie Les Verts, vous êtes proche de Daniel Cohn-Bendit, vous avez organisé des campagnes avec lui, vous avez écrit des livres aussi avec lui. Oui. Pour vous, c'était la figure qui portait Europe Écologie Les Verts, c'est lui qui vous a poussé à aller vers cette veine-là? On s'est connus en 86 avec Cohn-Bendit, à Rome, au congrès du Parti radical. Quand il a fait sa première campagne en 1999 et un an avant, il revenait, il avait pas vécu en France depuis 68. Donc il était un petit peu décalé. Des copains lui disent tu devrais discuter avec Gattolin, il connaît bien la société française, c'est un sociologue, c'est un analyste des choses. Ça a très bien marché, je me suis occupé de sa campagne en 99. Après, il allait se présenter en Allemagne, on restait en contact, et puis quand il est revenu en 2008-2009, il m'a dit quand même c'est une catastrophe, l'écologie à 2%, faut qu'on invente un truc. Et moi j'avais écrit un article sur l'écosystème de l'écologie politique dans une revue. Il me dit mais c'est avec ça qu'il faut qu'on redynamise. Et on a écrit ensemble et je l'ai accompagné. Et c'est un peu par hasard parce que quand il a eu son succès, il y a eu votre période écologique, mais en 2017, il y a quand même eu le passage chez attendez, c'est pas l'écologie, c'est l'Europe d'abord. L'Europe et l'écologie, mais en tout cas, j'étais pas en 2017, vous rejoignez La République En Marche. Oui.
Pourquoi avoir fait ce choix et à ce moment-là? Ah ben écoutez, moi une chose était claire, c'est j'aime pas quand un mouvement ou un courant politique entre dans les dogmes, sont incapables de se repasser, de se repenser. J'ai été à Europe Écologie, je me suis retrouvé, j'étais vice-président de la commission des finances du Sénat et vice-président de la commission des affaires européennes. L'Europe, ça va, on disait t'es spécialiste, débrouille-toi. Sur les finances, je disais mais c'est quoi, je vais pas dire la doctrine, mais quelle est la position précise de ce mouvement pour sur les dépenses publiques, sur le rôle de l'État, sur l'impôt? Je n'avais pas de réponse parce que personne ne s'était amusé à penser ça. Et je me suis dit, je fais le boulot, je le fais selon mon sentiment. C'est des problèmes qui persistent et qui subsistent. Oui, c'est un problème qui reste dans l'écologie. Moi, je suis content qu'il y ait des maires écolos de grandes villes pour la première fois, enfin il y a eu Grenoble, au moins se confronter à la gestion, ça rend d'une part plus pragmatique et puis ça enrichit parce que c'est tellement facile de dire il y a qu'à Faucon et dire moi je me fais élire, je suis dans la représentation, je suis pas dans la prise de décision. Alors justement, en parlant d'élections, toute dernière question, très rapidement, il y a eu les sénatoriales ce week-end. En 2017, donc vous avez quitté le groupe sénatorial des Verts. Vous étiez un peu son bourreau puisque vous étiez le 10e et à partir de 9, il ne pouvait plus exister. Maintenant, ils ont repris un petit peu de poil de la bête ce week-end. Ils peuvent recréer un groupe. C'est une bonne nouvelle selon vous? Alors, j'étais pas le bourreau parce que j'étais sollicité par Emmanuel Macron déjà depuis plusieurs mois, pour pas dire une bonne année et demie. J'ai prévenu mes collègues qu'au moment passé la présidentielle, j'allais franchir le pas, donc je leur ai laissé le temps. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Vincent Placé, qui était au gouvernement, donc qui redevenait sénateur. Lui a choisi de ne pas retourner dans le groupe écologique qui lui permettait de durer et d'être 10. Il est allé aux apparentés socialistes. Moi, je vais pas commencer à attendre, à me déterminer. J'ai respecté mon mandat, c'est-à-dire j'ai été élu en tant qu'écolo jusqu'à l'extrême bout. J'ai fait mon mandat, j'ai payé mes cotisations, même si j'étais pas d'accord. Je respecte aussi le choix des électeurs, mais il y a un moment, j'ai dit à 2 mois des élections, je dis clairement où je vais, qui je suis. Merci André Gatolin, merci Bastien Cochet. Encore l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESVille. La menace a été sous-évaluée dans cette rue, c'est ce qu'affirme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. A-t-on oublié la menace des attentats? On voit ça juste après Butterfly de Superbus sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Encore l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESVille. 20h16 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue si vous nous rejoignez. André Gatolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, est avec nous. Et vendredi, la France a retenu son souffle en fin de matinée en apprenant qu'une attaque avait eu lieu aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. Si le bilan ne fait cette fois-ci état d'aucun mort, mais tout de même de 2 blessés graves, l'événement a ravivé des souvenirs douloureux. Il soulève également des questions concernant la sécurité intérieure française, Bastien Cochet. André Gatolin, selon vous, cette attaque, elle aurait pu être évitée? Alors, je vais vous dire, au moment où je l'ai appris, j'étais en direct sur le plateau de LCI, donc on a tout arrêté. Et c'est la 2e fois que ça m'arrive, qu'il y a des attentats, et je suis en direct. Déjà, je regarde comment l'information est gérée. Je le dis parce que je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'enseigne aussi le journalisme. Mais au-delà de la façon dont l'information est traitée, je vais vous dire. Est-ce que les services de l'État auraient pu éviter cette attaque? Oui, je pense. Et je pense que la position qu'a eu Gérald Darmanin de dire on aurait pu faire mieux, ça m'a fait plaisir parce qu'au début il a commencé à m'agacer en faisant du Sarkozy, allez je vais vous nettoyer ça, l'ensauvagement. Là c'est honnête de dire qu'on aurait dû penser à la portée symbolique. Il se trouve que je connais bien le bâtiment, j'ai failli travailler à Charlie Hebdo après Libé, et j'ai plusieurs amis qui ont péri dans l'attaque. Cabu, je devais déjeuner 5 jours après. Voilà, mais alors, donc, est-ce que c'est audible pour les Français que le ministre de l'Intérieur dise oui, on aurait pu faire mieux? Mais oui, parce que ça veut dire qu'on fait pas déjà le maximum. Mais le problème, c'est penser l'improbable. On se dit, effectivement, ces locaux, ils sont plus occupés par Charlie Hebdo maintenant depuis 5 ans. Ils sont dans un lieu ultra sécurisé. Mais on est toujours face à cette forme polymorphe et de plus en plus, comme on dit, low cost. Le type, il a cru que c'était encore l'adresse de Charlie Hebdo. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué, 8 jours avant, j'écoute à la radio pendant le procès, on interroge les gens, le voisinage. On interroge les gens qui étaient à côté de Charlie Hebdo. Ces gens-là, ce qu'ils disent
peut être dangereux. On en a trop fait. On va dans le détail. Un journaliste, il veut savoir le nom, le prénom. En même temps, on divulgue une information. On en a trop fait sur l'entourage parce que... Au-delà de la couverture médiatique, on va se concentrer sur... Ça compte, hein. Oui, mais on va se concentrer aussi sur le rôle de l'État. Est-ce que vous considérez qu'il s'agissait manifestement d'un acte de terrorisme islamique ? C'est les mots de Gérald Darmanin. Oui, de nature. Ça semble plus ou moins avéré que la personne est arrivé, a eu des motivations, il l'a dit, semble-t-il lui-même, puisque ça a encore été révélé, je crois, ce matin, suite aux entretiens, que il voulait se venger contre l'insulte qui avait été faite au prophète en republiant les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Lorsque c'est donc un seul homme isolé, sans revendication d'une organisation terroriste ou une déclaration d'allégeance, est-ce qu'on s'est pas un peu emballé à ce niveau-là ? Le terrorisme, c'est pas nécessairement une grande organisation. Le terrorisme, ça fonctionne souvent avec des cercles concentriques de l'influence. C'est ce qu'on appelle un rhizome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une racine, un tronc central. À un moment, il y a un effet d'imitation, un effet d'entraînement. Quand Al-Qaïda ou d'autres appellent au djihad et dit allez-y, oui, on a une multiplication d'attaques au couteau de personnes qui n'étaient pas prévues. Ce sont pas des armes impossibles à trouver. Un hachoir, malheureusement, ça se trouve assez facilement. Et on va de plus en plus vers ça. Parce que justement, le profil de l'assaillant, un jeune homme de 18 ans, pakistanais, enfin pour l'instant, son identité reste encore un peu floue. Il n'était ni fiché S, ni inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de profil où on ne sait finalement pas grand-chose d'eux, on ne peut presque pas prévoir qu'il va y avoir ce genre d'acte. La première chose, c'est la capacité de réaction. Moi, j'étais quand même scotché puisque je vous dis, je suivais les événements en direct depuis LCI. La capacité des réactions de la BRI, par exemple dans le 11e arrondissement à la mairie Place Voltaire, il y a depuis les attentats, il y a une brigade de l'armée qui est en permanence en faction, qui a pu être sur place. Mais ça, c'est une fois que l'attentat est arrivé. Est-ce qu'en amont, le renseignement est assez bon? Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin? Non, il y a un problème de fond. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, de le répéter, y compris au président de la République, il en a conscience. On a un problème qu'on qualifierait de santé mentale dans la société française. Il y a de plus en plus de gens qui ne se retrouvent pas dans le fonctionnement de la société parce que ils sont culturellement, socialement déstabilisés. Le moment où ils vont franchir un passage à l'acte est très difficile à déterminer. C'est comme le suicide finalement. Vous avez des gens qui peuvent faire 5-6 tentatives, un peu appel au secours et pas sérieuses, et puis un jour ils passent à l'acte. Alors pour revenir à cette attaque, le fait que cet immeuble, donc ancien locaux de Charlie Hebdo, ne soit pas surveillé alors qu'on est en plein procès des attentats de 2015, ça vous choque ça? Oui, moi ça me choque parce que je vous dis, quelques jours avant cela, j'ai pensé aux gens, je connais bien la rue, je connais malheureusement les locaux, je me suis dit, mais on en parle tellement que ça peut attirer n'importe quoi. Je pensais pas nécessairement à un attentat, mais j'avais peur pour les gens qui étaient interviewés parce que aujourd'hui, on cherche des noms, on cherche des symboles. Penser que c'est de là, oui, on aurait dû réfléchir sérieusement à se dire, c'est la dernière adresse connue. La dernière adresse connue, les gens qui font un acte de ce type-là, ils s'en foutent si c'est le siège actuel, ils s'en foutent si c'est bien des gens de Charlie Hebdo, ils font un acte symbolique, donc cet acte symbolique peut dériver sur n'importe quel type d'action dans la mesure où il y a un symbole. Merci André Gatolin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. N'hésitez pas, posez vos questions à André Gatolin, on les récupère sur notre page Facebook et sur Twitter avec le hashtag FréquenceESJ et on se charge ensuite de les poser pour vous. La République En Marche a limité la casse avant-hier aux élections sénatoriales, mais les démissions de Pierre Perzon, numéro 2 du parti, ou encore d'Aurore Berger, du porte-parole, montrent les fragilités du parti présidentiel. Se profile-t-on vers une crise du parti? Théo Grévin, vous revenez sur ces dernières semaines agitées pour LREM. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir André Gatolin. Avec tout ce qui vient d'être exposé, est-ce qu'on peut parler d'un début de crise au sein de la République En Marche? Non, c'est pas un début de crise. Je pense que c'est une mort lente et annoncée de la République En Marche. En tous les cas, au départ, ça s'appelle pas la République En Marche, c'était En Marche. C'était un mouvement autour d'une personne qui n'avait pas de support politique ou sociologique, Emmanuel Macron. Et donc, ce mouvement était
construit pour l'accompagner dans sa campagne. Après, la pérennisation en parti politique, pour connaître un peu Emmanuel Macron, il n'a pas une grande sympathie, un grand amour pour les partis. Moi non plus, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, les partis ont tendance un peu à se scléroser. Donc là, selon vous, il a lâché La République En Marche? Je pense qu'il tire les conclusions. Il a fait entrer beaucoup de gens nouveaux, d'élus. Il est parfois un peu étonné par l'inexpérience qui l'entoure, etc. Il a fait élire des gens qui étaient plutôt sur un profil centre-gauche en 2017. Il a choisi d'aller vers le centre-droit et vers la droite en choisissant un Premier ministre qui était quand même issu d'un rang concurrent. Il a continué tout cela. Donc, il y a évidemment une difficulté à mettre en concordance ce qui s'est passé en 2017 avec les réalités de 2020. Donc, on le voit bien, il veut créer une espèce de fédération avec Agir, Modem, mais aussi des personnalités de droite qui vont le rejoindre, ou même d'autres de gauche si la mayonnaise globale tient. Donc En Marche ne peut plus symboliser le parti du président de la République. En Marche, c'était EM, En Marche, Emmanuel Macron. La République En Marche, c'était le succès d'année. Donc là, vous écoutez, il n'y a plus de La République En Marche, c'est fini, et il n'y a plus forcément d'avenir, que ce soit pour 2022 ou... Vous voyez une grosse présence de La République En Marche dans le débat. Enfin, moi, je vois surtout, j'aime bien certaines des personnes et certains de mes collègues, mais je vois des gens qui arrivent avec des éléments de langage. Moi, on me donne pas une fiche en disant tu vas dire ça. C'est-à-dire que j'ai un point de vue, je l'exprime, je fais de la politique. Des fois, je suis pas d'accord, y compris avec le gouvernement. Je le dis. Pourtant, je suis République En Marche, ou enfin, en tous les cas, dans cette majorité-là. Et de plus en plus, elle va être nécessairement composite et ouverte. Il n'y a pas un dogme. T'es pour le mariage pour tous ou t'es contre, ce qui était le cas un petit peu au début. Donc, cette évolution a quand même ravalé un petit peu la place de La République En Marche. Et puis, on peut pas dire qu'il y a une volonté de se structurer en organisation de terrain. Les militants sont venus par des clics. Aujourd'hui, je vois bien dans mon département, on avait 30 ou 40 000 personnes qui étaient inscrites. Il y en a peut-être 200 ou 400 qui sont à peu près actifs, qui viennent à des réunions. Donc voilà, le mouvement brownien fait qu'il faut perpétuellement inventer autre chose pour mobiliser politiquement. C'est souvent que les partis majoritaires peinent à exister face à l'exécutif. Est-ce que c'est encore plus flagrant là avec En Marche ? C'est flagrant surtout avec la réforme du calendrier électoral, avec le quinquennat et des élections législatives qui sont dans la foulée. Aujourd'hui, vous voyez une élection législative qui suit, il y a une abstention beaucoup plus forte quand elles étaient détachées, et qui plus est, elle est plus forte des opposants. Ceux qui ont perdu la présidentielle ne vont pas voter au moment des législatives. Ce qui fait que ça laisse une majorité un peu bleue horizon. Je disais ça de mon ancien parti, je disais parfois de élever une chèvre avec l'étiquette verte, elle est capable de se faire élire. C'est aussi possible dans ces élections pour En Marche ou pour les Républicains, le PS. Donc on a ce changement du calendrier à abaisser le rôle du parlementaire. Le moment où le Parlement était le plus fort, c'était pendant la cohabitation. Quand Chirac, en 97, dissout, qu'il se trouve avec un Premier ministre et une majorité différente, oui, le Parlement a un rôle, il y a un dialogue, il y a quelque chose. Là, sinon, il ne se passe pas grand-chose, effectivement. Alors, on va avancer avec les personnalités qui sont parties de La République En Marche. Il y a eu, on l'a dit, Aurore Bergé, Pierre Persson. Est-ce que, justement... Ils ne sont pas partis de La République En Marche, ils sont partis du bureau exécutif. Du bureau exécutif. Après, justement, une réunion qui s'est très mal passée. Est-ce que c'est inquiétant que ces jeunes-là quittent La République En Marche? Est-ce que c'est le début, justement, d'une vague de départ? Non, mais ils restent dans la majorité présidentielle. Je peux vous dire, ces gens-là sont en échange assez régulièrement avec le président de la République. C'est-à-dire que il y a un constat. Pierre Persson, qui est numéro 2 du mouvement, dit le mouvement est pas assez organisé, il est pas assez dynamique. À cause de quoi? Parce que c'est le fait. Moi, je crois qu'un mouvement qui est totalement affilié à une personne, on a connu ça sous le gaullisme. Ça tombe vite dans le béni, oui. Et encore, De Gaulle avait rassemblé des gens d'horizons très particuliers, de gens qui avaient fait la résistance, qui avaient des parcours. Quand vous rassemblez des gens, tout d'un coup, qui viennent un peu de nulle part en termes de parcours, qui n'ont pas toujours des personnalités très affirmées ou des convictions fortes, simplement, ça fait pas rapidement. Pourquoi, dans ces cas-là, vous restez à La République En Marche? Mais moi, je pense, aujourd'hui,
où est-ce que je vais aller? Je pense que je suis à La République En Marche. D'ailleurs, on va changer le nom de notre groupe. On va plus s'appeler le groupe La République En Marche. On va s'appeler Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. On a décidé de changer de nom parce que on pense que on n'est plus du tout dans la même séquence. On n'est plus dans les mêmes objectifs. Je rappelle que... Vous allez quitter La République En Marche? Non. Pourquoi faire? Enfin, pas en l'état. Si à un moment, je trouve qu'il y a des choses insupportables. Quand je suis pas content, je ne vote pas les choses. Donc c'est clair. Après, on peut me dire, c'est pas bien. Personne ne me mettra dehors. Après, si je pense que je fais encore 3 ans de mandat, je termine mon mandat, c'est vrai, je me représente pas après. Donc là, vous continuez à soutenir Emmanuel Macron. S'il se représente en 2022, est-ce que, pareil, vous continuerez à le soutenir? A priori, je pense, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va proposer. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui m'emballe. J'ai rejoint Emmanuel Macron, pas sur l'ensemble de son programme ou sa personnalité, je l'ai rejoint parce que c'est la première fois qu'un homme politique, depuis 30-40 ans, avait un vrai discours sur l'Europe, qui est mon sujet principal. Et que ce qu'il disait sur l'Europe correspondait à 85-90% de ce que je pense. Pour moi, c'est la question essentielle, c'est est-ce que l'Europe, elle est capable de résister à la pression internationale parce qu'elle va déterminer nos vies et les vies des gens qui vont nous suivre ou pas. Donc pour le moment, j'ai pas de problème avec Emmanuel Macron sur l'Europe. Je peux en avoir sur d'autres sujets, mais ça c'est la vie. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ES Ville. Dans moins de 3 minutes, on fait le bilan sur le projet de loi de finances pour 2021. Un projet qui doit permettre aux Français de sortir de la crise économique liée au coronavirus. Juste avant, c'est Hard on Yourself de Charlie Puth et Black Bear sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ES Ville. 20h33 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. André Gattolin, sénateur LREM des Hauts-de-Seine, est avec nous jusqu'à 21h dans 20h l'invité. Soutenir la reprise de l'économie française, c'est l'objectif du projet de loi de finances pour 2021 dévoilé hier par le gouvernement. Après les 460 milliards mis sur la table pour faire face à la crise sanitaire, le projet de budget sera centré sur le plan de relance de 100 milliards dévoilé depuis début septembre. Le Premier ministre mise sur un retour du niveau de richesse d'avant-crise en 2022, Théo Grévin. André Gattolin, comment on peut prévoir un budget pour l'année suivante avec un contexte sanitaire aussi incertain qu'en ce moment ? Eh bien, c'est très difficile, mais on est obligé de le faire. Alors, on est obligé de partir des hypothèses du moment. Bon, moi, j'ai vice-présidé la commission des fonds et finances pendant quelques années au Sénat. On a le projet initial. On a souvent, parfois au bout de 6 mois, voire même avant, un projet de loi rectificatif. Et parfois, on en a 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on est effectivement, comme vous le dites, dans un monde incertain. La crise sanitaire en est une, mais les interactions internationales, si il y a un effondrement de la croissance en Chine ou aux États-Unis, ça a un impact sur nos économies. S'il y a un conflit mondial, et on le voit aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que vont être la globalisation du commerce. Quand les avions ne circulent plus d'un pays à un autre, le business, ça a une incidence, pas seulement par les marchandises qu'on transporte, mais sur la capacité à décider. Et tout ça, on y va un peu au doigt mouillé, avec des indicateurs et des réajustements permanents. Mais il faut quand même prendre des décisions, les faire voter, parce que c'est heureusement la démocratie par le Parlement, et contrôler. Mais pour ce budget-là, est-ce que le gouvernement, pour le budget 2021, navigue à vue, comme l'expliquent certains élus de l'opposition? Non, je suis pas d'accord, parce qu'il y a dans le budget de base, sur hors plan de relance et hors effet exceptionnel contenu, on est quand même globalement sur les fondamentaux des précédents budgets, c'est-à-dire renforcer certains budgets, l'investissement productif, la sécurité, la justice, puisqu'on sait beaucoup de choses sur la justice, le maintien quand même d'un budget élevé, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, sur la culture, alors il n'y en a jamais assez, ça c'est les fondamentaux, auxquels s'ajoutent effectivement les mesures spécifiques du plan de relance qui est annoncé, de 100 milliards, et les effets aussi du plan de relance européen qui sont très liés, avec des orientations. Bien sûr, la question sanitaire de l'organisation va être essentielle, mais l'idée qu'on doive, par exemple, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, franchir un pas en avant, on a constaté déjà depuis 3-4 ans qu'on était en retard sur la Chine, sur les États-Unis.
dans ce domaine d'investissement. Sur les 100 milliards du plan de relance, vous expliquez il y a 15 jours chez Public Sénat, on ne va pas s'en sortir avec les 100 milliards du plan de relance. Pourtant, ce budget 2021, finalement, il est centré autour de ces 100 milliards. Ça veut dire que le gouvernement ne fait pas assez ? Non, le gouvernement a déjà mis beaucoup d'argent pour sauvegarder, comme vous l'avez dit, plus de 400 milliards. Et ça, c'est un effort qui est sans comparaison dans les autres pays européens ou occidentaux. Et il continuera l'année prochaine. Oui, enfin là, c'était vraiment l'urgence. Alors c'est vrai que si on a un reconfinement, si on a à nouveau un arrêt de l'économie et on continue effectivement, on a prolongé jusqu'en juin 2021 les mesures sur le chômage partiel, sur l'aide aussi à l'activité réduite des entreprises. Moi, je suis pas capable de prévoir les choses et le gouvernement non plus. Donc ça fait beaucoup de dépenses finalement, mais des recettes qui sont incertaine. Comment on peut imaginer sereinement l'avenir avec un déficit budgétaire finalement qui va être aussi important que ça? Bon, alors d'abord les recettes, là elles ont été très affectées par le confinement. Hein. On est sur une baisse de recettes de 70-72 milliards. Donc effectivement, le déficit s'accroît, bien sûr parce qu'on doit dépenser plus pour compenser et surtout relancer la machine, mais les recettes, elles devraient revenir assez rapidement. C'est-à-dire qu'on va être sur une baisse de plus de 10% cette année du PIB en France, mais on prévoit qu'il y aura un gain de 8%, donc qui va pas rattraper complètement dès l'année prochaine. C'est pas une projection française, c'est à peu près la même projection à quelques pourcents près qui est fait dans tous les pays européens, occidentaux, à économie comparée. Donc ça, on sait qu'il y a une reprise. On l'a vu même à la fin du confinement. On est plutôt étonné, l'INSEE est étonné des chiffres de reprise de l'économie, avec en suspens une deuxième vague. Donc l'économie a cette réaction naturelle. Et on a été peut-être un peu plus malin que lors de la crise de 2008, où on a mis moins d'argent, où les entreprises se sont cassées la gueule, où les gens se sont retrouvés précarisés. Donc c'est ce qu'il fallait faire. C'est évidemment ce qu'il fallait faire. Je pense même, c'est difficile économiquement à justifier, mais qu'il va falloir faire plus et qu'on dépassera le plan de relance de 100 milliards. Donc il va falloir faire plus, quitte à accroître le déficit public qui va normalement, selon les prévisions, s'établir à 117% cette année. Oui, enfin on a une chance, c'est que l'argent est pas trop cher et que tout le monde est endetté. Même les Allemands sont obligés de s'endetter. Donc plus personne peut dire attention, rigueur budgétaire, on sauve les meubles, on essaie de sauver l'économie. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h38 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Sachez que cette interview, comme toutes celles de 20h l'invité, sera à retrouver sur notre site internet fréquenceesj.com, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes comme Deezer ou Spotify. Le nombre de contaminations au Covid-19 explose une nouvelle fois en France. Plus de 15 000 nouveaux cas vendredi dernier. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, affirme cependant que cette hausse n'est pas due aux universités. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blanchis. André Gatolin, bonsoir. Est-ce qu'il faut fermer les universités françaises ? Non, je crois pas. Enfin, moi, j'enseigne aussi gracieusement, je préviens, à Paris 3, et dans la mesure des disponibilités que j'ai par rapport à mes activités déjà bien chargées. Il n'y a pas de contamination au sein des universités ? Non, mais on a opté pour des mesures où, par exemple, on fait cours devant des demi-publics. Une semaine, la moitié d'une promotion étant, j'ai un master professionnel dans le journalisme culturel, la moitié est présente et l'autre moitié, on les fait travailler en distanciel et on inverse. C'est le flux. Vous faites des cours avec seulement la moitié des élèves ? Je vais faire des cours avec la moitié des élèves une semaine, l'autre moitié la semaine d'après, mais dans la moitié qui n'est pas en présentiel, je leur fais faire du travail en distanciel. Et pourtant, depuis des semaines, on voit des vidéos sur Internet être publiées par les étudiants qui filment leurs amphithéâtres. On a parfois des salles faites pour 100 étudiants, on voit 150, 200 étudiants s'entasser. Comment ça se fait, ça, André Gatolin ? Je pense que ça dépend aussi de ce qui se passe dans les facs. Hein. Par exemple, j'ai de la famille au Canada. Au Canada, ils n'ont pas repris les cours, ils font tout en distanciel. Oui, mais ils sont un peu plus équipés aussi. Hein. Faut voir que. Donc ça veut dire la France, elle a tort de maintenir des cours en physique ? Non, je pense qu'il faut les réguler. Je pense que c'est très compliqué. Je discutais avec ma belle-fille là qui est à la fac à Montréal. Elle me dit depuis le début, j'ai vu personne. Je travaille chez moi toute la journée. Elle me dit c'est difficile d'être assidu, d'avoir envie d'enseigner quand à un moment ça peut aller 1 mois, 2 mois.
Mais vous débarquez à la fac et vous êtes là devant des écrans avec des profs qui manient les instruments. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi d'étudier lorsque on a nos masques, on a toutes les mesures sanitaires qu'on doit prendre et qu'on ne peut même pas prendre puisqu'on s'entasse à 150 dans un amphithéâtre fait pour à peine la moitié. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas. Parce que c'est dangereux également. Il y a un risque de contamination. Après ça dépend aussi d'un établissement à un autre, d'une formation à un autre. C'est vrai que les amphis aujourd'hui, dans la situation jour J, aujourd'hui, ce qui va se passer d'ici à un mois, remplir des amphis, je crois que c'est une grosse connerie. Moi, je suis même en train de me battre pour qu'on remplisse pas l'hémicycle le 1er octobre pour élire le président du Sénat à 348, parce que même avec des masques, c'est pas une vraie garantie. Parce que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, elle a affirmé à LCP que rien ne dit que les contaminations se font au sein des établissements. Est-ce que pour vous, donc selon vous, c'est faux? C'est une semi-vérité. Oui, on sait qu'il y a un phénomène. C'est quoi une semi-vérité, André? Une semi-vérité, ça veut dire que le monde étudiant et jeune est depuis, on va dire depuis août, et la mi-août plus touché que les autres en termes de circulation. Peut-être parce qu'il y avait aussi l'idée d'une immunité, que la maladie, ses conséquences sont moins graves que sur d'autres personnes et qu'en gros c'est un mauvais moment à passer. Il y a cette chose-là et il y a le fait aussi que les contacts sociaux, rencontrer les gens, c'est quelque chose dont on a besoin. Et quand on arrive à la fac et on veut se créer des amis, on est content de trouver des amis, les gens se mélangent, beaucoup arrivent dans les facs parisiennes ou ailleurs. En ce moment, beaucoup de jeunes Français sont pointés du doigt, notamment pour le fait de se retrouver dans des bars ou dans des restaurants. C'est justement les bars vont fermer à partir de 22h à présent. Selon vous, c'est un bouc émissaire pour ne pas avoir la vérité des universités? C'est un des lieux des foyers potentiels. Il y a quelques semaines encore, c'était les entreprises qui étaient pointées du doigt où c'était le premier foyer. Il y a un moment, les EHPAD ou les milieux hospitaliers. Ça change un peu tout le temps en fonction aussi de la réaction qu'il y a. Pointer les étudiants du doigt, je le dis, c'est une connerie. Au regard des données statistiques qu'on a actuellement, le pic aujourd'hui qu'on a de transmission du virus, c'est 2-3 dernières semaines, c'est sur les gens de 30 ans. Selon vous, interdire les bars après 22h, c'est une bêtise également? Je pense que les bars après 22h, il faut les interdire. Au bar, si pourquoi pas les universités alors? Non mais attendez, un bar, vous savez ce que c'est? C'est pas un endroit où vous restez à votre siège et vous parlez, vous conversez comme au restaurant avec quelqu'un en attendant des plats. Vous vous levez, vous allez voir, vous vous regroupez. Il y a un écran de télé. Le contrôle des mesures sanitaires n'est pas bon. Mais on le voit bien aussi sur les images des amphithéâtres dans les universités. On a des élèves qui sont entassés dans les escaliers, aussi devant les chaises, parce que sur les tables. J'ai pas vu ces images. Enfin, moi, la fac que je connais, les mesures de précaution et de sécurité qui ont été prises, elles sont comprises sur les flux. Elles sont quand même importantes. Alors après, il y a peut-être des endroits où il y a un vrai problème, parce qu'il y a des établissements où il y a une surpopulation. On a conçu ici des bâtiments, vous voyez, on est dans un espèce de blocos, il n'y a pas de circulation de l'air, donc on est tous très prudents, mais c'est pas bon, ça. Est-ce que le gouvernement gère bien la crise aujourd'hui? Mais c'est pas au gouvernement uniquement de la gérer. Il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il a un peu merdé au début de la crise, parce qu'ils connaissaient pas, et puis le fait qu'on n'ait pas de masque, de dire attention, ça n'a pas d'incidence. Moi, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir mon petit couturier et j'ai demandé tu me fabriques des masques? Et j'ai fait ça, et depuis le début, j'ai des masques. Depuis mars, alors qu'on n'en trouvait pas. J'ai fait 20 pharmacies, on trouvait pas du gel hydroalcoolique, même pas les produits pour le fabriquer. Donc là, on a caché la misère en disant que c'était pas la bonne méthode. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas l'intérêt d'un gouvernement de mal gérer. Mais justement, le gouvernement, il affirmait, vous le disiez, oui. vous le disiez, le gouvernement affirmait, par exemple, pendant le confinement, que les masques, en fait, étaient inutiles. Finalement, ils sont revenus dessus. Pareil pour juste avant le confinement, on a eu les élections municipales et 2 jours plus tard, le confinement. Là, on a notre ministre Frédérique Vidal, qui nous dit que les contaminations, elles se font pas au sein des universités. Qu'est-ce qui nous dit que dans 2 semaines, en fait, le gouvernement va pas revenir là-dessus encore une fois? Elles se font aussi au sein des universités. Partout, il y a des flux de personnes et surtout des flux de gens qui ont des mobilités importantes en milieu urbain,
effectivement, vous avez probabilité de contamination et la structure des bâtiments, des bureaux est essentielle. Les tours aujourd'hui de bureaux sont des lieux extrêmement dangereux avec la climatisation et des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir. Merci André Gatolin. Merci. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Alors je rappelle que nous aussi on est tous masqués en studio pour bien respecter les mesures sanitaires. Autre grand sujet d'actualité, le Liban, 2 mois après l'explosion à Beyrouth et la démission en bloc du gouvernement, le Premier ministre libanais a renoncé à former un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a dénoncé hier une trahison collective et dit avoir honte pour les dirigeants libanais. On voit ça dans quelques instants, juste avant sur Fréquence ESJ. On écoute Sema Naïm de Rigard et Dimitri Vegas. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h49 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours en direct avec le sénateur La République En Marche, André Gatolin, et Emmanuel Macron a honte des partis politiques libanais. Dimanche, le président a convoqué une conférence de presse à l'Élysée. Il y a dénoncé une trahison de la classe politique libanaise envers sa population et en particulier du Hezbollah. Axel Rebaud. André Gatolin, est-ce que Emmanuel Macron va trop loin ? Non, je crois pas. Il y a eu un vrai abandon de la France qui a des responsabilités historiques vis-à-vis du Liban. Les 20 dernières années, on se préoccupait même pas. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, c'était François Fillon qui devait être Premier ministre, ou un peu plus, 12 ans. Il y a un sommet de la francophonie au Liban, il n'y a aucun représentant français qui y va. C'est-à-dire que le lien, quand on connaît l'histoire, surtout d'après-guerre, la France protectrice du Liban et la manière dont on a laissé faire en se disant oh là là c'est compliqué, il y a Israël à côté, il y a tel autre pays, il faut pas qu'on s'en mêle. Lorsqu'Emmanuel Macron parle de trahison de la classe politique libanaise envers ses citoyens, vous trouvez qu'il a raison ? Ah oui, complètement. C'est un système complètement corrompu où on a fait ce qu'on appelle de l'euclanisme, c'est-à-dire de la division en clans avec des dimensions religieuses, et où l'argent public, l'argent des citoyens, ce qui est produit, parce que c'est un pays qui a quand même une grande capacité de production haut niveau. Est-ce que c'est vraiment à la France de s'occuper des affaires libanaises aujourd'hui ? Je pense qu'à un moment, ça fait partie, c'est ce qui est attendu. Quand vous allez au Liban, je peux vous dire, on attend la France. Pas partout, on a eu des vives critiques, notamment de la part des chiites. Oui, bien sûr, le Hezbollah, évidemment, le président tape dessus. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah veut conserver de manière institutionnelle le ministère des Finances et de l'Économie. C'est le seul responsable, le Hezbollah, dans cette situation ? Il a une grande part de responsabilité, mais la communauté maronite, avec aussi son népotisme, sa transmission presque, je dirais, seigneuriale et aristocratique des grandes familles, ont joué aussi le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment, quand tout le monde tape dans la caisse, tout le monde tape dans la caisse. C'est le rôle de la France aujourd'hui, et donc d'Emmanuel Macron, de jouer le gendarme du monde comme ça ? Alors, en tous les cas, c'est normal que on dise ce qu'on pense, parce que je vous dis, historiquement, la France est le protecteur du Liban. Alors, soit on dit c'est fini et on arrête, mais qui est le protecteur ? Les États-Unis se tapent de ce qui se passe au Liban. Israël voit ça comme une menace parce que précisément il y a le Hezbollah. La responsabilité, on peut dire, elle est au niveau européen. On n'a pas beaucoup de partenaires européens. La Belgique, quand même, a une vraie solidarité. Il y a une histoire vraiment. Est-ce que c'est pas quand même un peu étrange de voir la France, qui est quand même une ancienne puissance coloniale, s'affairer avec cette crise libanaise? On vient pas faire de la colonie. On est plutôt en train de dire, on veut montrer un plan de reconstruction, mais ce qu'on veut, c'est que l'argent qu'on est prêt avec d'autres... Selon vous, ce n'est pas de l'ingérence, ce que fait Emmanuel Macron? Non, de l'ingérence, moi je suis pour l'ingérence en politique. C'est-à-dire que quand je suis en démocratie et qu'en face j'ai un pays qui est une dictature, le fait que je m'ingère là-dedans, je passe mon temps à faire de l'ingérence. Et en quoi ce n'est pas du néocolonialisme à ce moment-là? Le néocolonialisme, ça a une fonction très forte, c'est celle d'occupation, d'asservissement et d'accaparement des ressources. Lorsqu'Emmanuel Macron dit aux dirigeants libanais qu'ils ont encore une dernière chance pour tenir leurs engagements, à quel moment c'est pas se prendre pour le père du Liban? Quelque part, c'est une responsabilité. Et quand vous parlez avec... mais le Liban, c'est pas un département français, André Gatolin. Non, mais c'est pas un département. Mais le colonialisme, est-ce qu'on y va pour exploiter les gens? On a une population qui considère, une grande partie de la population qui considère qu'on a une responsabilité, qu'on les a abandonnés. On a aussi un peu la même responsabilité, je vais vous dire, dans certains pays, comme le Laos ou le Cambodge, où on laisse
livré à des dictateurs, à des systèmes autoritaires le pays. On est partenaire d'accords internationaux sur ces pays-là, et on va dire ah ben non, hein, c'est du colonialisme d'intervenir. Non, c'est des responsabilités. Et alors avec la Biélorussie de Loukachenko, la Turquie, notamment avec la crise avec la Grèce, l'Arménie maintenant en affrontement avec l'Azerbaïdjan, maintenant le Liban, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'occupe davantage des affaires internationales plutôt que de la France elle-même? Non, c'est sa responsabilité, c'est le précaré d'un président. Enfin, c'est ce qu'on a eu surtout. Récemment, il n'a pas eu beaucoup de mots pour ce qui se passe en France. Il n'a pas eu de mots, par exemple, pour les attaques à Paris. Mais il s'en a expliqué. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours considéré que la France me fatiguait ces dernières années parce que surtout, il fallait pas prendre de responsabilité. Il faut pas dire aux Chinois qu'il y a un problème avec les Ouïghours et avec les Tibétains. Il faut rien dire à personne. Mais au bout d'un moment, vous n'êtes plus un pays. On a des valeurs, on a des idées dont on est porteur, qu'on symbolise, les représenter. La Biélorussie, moi je passe mon temps à m'ingérer au Conseil de l'Europe sur la situation en Biélorussie. Il y a un journal proche du Hezbollah qui considère qu'Emmanuel Macron s'est autoproclamé le guide de la République libanaise. André Gattolin, est-ce que Emmanuel Macron, il n'est pas censé être d'abord le guide de la République française? Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas aujourd'hui en France. Je comprends pas votre raisonnement. Mais on ne le voit pas en France. Pourtant, on a quand même certaines choses. Non, attendez. Quand il est trop présent en médias, il est trop dans les médias, on dira, mais il est là, il fait tout le temps du cinéma. La France, un président de la République, un des domaines régalien, c'est de conduire la politique internationale et les relations avec les autres pays. La France n'a jamais été un pays qui était terré et qui refusait d'être un acteur. C'est un peu ce que ça a été ces dernières. C'est un peu ce que ça a été. C'est dans l'intérêt de la France, selon vous, d'aller s'occuper des affaires libanaises. C'est de l'Europe. Regardez Angela Merkel. Elle s'est beaucoup plus mouillée sur la Biélorussie, sur Alexei Navalny, sur y compris la situation en Chine et Ouïghours, que le président français. D'ailleurs, il est reproché parfois au président français de réagir avec 1 semaine ou 2 semaines. C'est le rôle de la communauté, je dirais, des nations et notamment des pays. C'est le rôle du président et pas, par exemple, du ministre des Affaires étrangères? Mais le ministre des Affaires étrangères, il participe aussi. Mais le ministre des Affaires étrangères, je suis désolé, il est sous la responsabilité directe du président de la République. Quand il y a une cohabitation, on n'impose pas un ministre des Affaires étrangères au président. Merci André Gattolin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. 20h l'invité, c'est presque terminé. Il nous reste quelques minutes avec vous, André Gattolin, pour faire l'agenda politique de la semaine. Vendredi, Emmanuel Macron présente sa stratégie pour lutter contre les séparatismes, une des priorités du quinquennat. En février dernier, un plan contre le séparatisme islamiste avait déjà été annoncé. Les premières mesures avaient été dévoilées. La fin des imams étrangers détachés, le contrôle du financement des mosquées. Le projet de loi sur la question doit, lui, voir le jour à l'automne. André Gattolin, désormais Emmanuel Macron parle des séparatismes au pluriel, donc pourquoi ce changement? Est-ce que c'est pas juste pour cacher le fait qu'on parle encore et toujours du séparatisme islamiste? Je déteste ce terme de séparatiste. Je trouve que c'est une erreur que le président de la République emploie ce terme. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Mais écoutez, il y a le communautarisme radical qui existe, c'est-à-dire des gens qui veulent imposer leurs règles, mais le séparatisme, vous savez, historiquement, ce que c'est une région qui a une identité forte, qui veut se détacher, c'est-à-dire c'est un bloc géographique qui cherche à sortir. Alors, d'ailleurs, dès que quelqu'un a une revendication un tant soit peu régionale dans ce pays, légitime pour sa langue, on dit « t'es un séparatiste, breton ». Donc pour vous, il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de communautarisme? Je n'aime pas, du coup, de fait, la collusion des mots que ça crée. Je peux vous dire... Mais est-ce que ça existe, en tout cas, le communautarisme radical? Mais bien sûr que ça existe, mais ça a des formes qui ne s'appellent pas séparatisme. Je pense qu'en politique, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots font sens. Ils cherchent pas à se séparer, ils cherchent à faire du prosélytisme dans la société. C'est pas des gens qui se mettent à part, en apartheid volontaire ou en découpage. L'idée, c'est vraiment d'infiltrer la société. Donc il faut nommer les choses par un nom. Et je trouve
ridicule, stupide, ce terme de séparatisme. Dimanche a lieu le second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le premier avait eu lieu le 4 novembre 2018. 56,7% des Calédoniens avaient voté pour leur maintien dans la France. Une victoire moins écrasante que prévu. Les accords de Nouméa prévoient un troisième référendum d'ici 2022 si l'indépendance est à nouveau refusée dimanche. André Gattolin, 2 ans après la victoire du non à l'indépendance, est-ce que le rapport de force a changé? Est-ce que vous pensez que ça y est, dimanche, la Nouvelle-Calédonie va voter pour son indépendance? Alors pour le coup, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que la tentation de ne pas se séparer est forte, mais en 2 ans, je ne connais pas l'évolution. Vous savez, c'est une société quand même qui reste encore sur une dialectique entre Kanak et Caldoche qui est très forte. Et c'est très net que beaucoup de Kanaks veulent l'indépendance, que les Caldoches beaucoup moins. Alors très simplement, Marine Le Pen a appelé les Calédoniens à voter non. Quel est le message de La République En Marche? Mais les électeurs, c'est en leur âme et conscience. Alors pour le coup, pour moi, la Nouvelle-Calédonie, je vais le dire franchement, c'est un vestige du colonialisme. C'est un territoire, je ne comprends pas pourquoi la France... Alors peut-être, il y a des régions aussi qui sont en difficulté et qui sont contentes peut-être qu'il y ait le budget de l'État français, qu'il y ait une redistribution, mais je ne vois pas l'intérêt autre que stratégique. Merci André Gattolin. Territoire français. Merci. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. André Gattolin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Demain, en direct de 20h à 21h, c'est le retour de Storytelling, votre émission de divertissement avec Bastien Cochet et toute l'équipe. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité politique, toujours en direct de 20h à 21h. 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.